l'Ukraine. La menace russe est là et touche les pays d'Europe, nous touche. La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. Elle a mobilisé sur notre continent des soldats nord-coréens, des équipements iraniens, tout en aidant ces pays à s'armer davantage. La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Elle organise des attaques numériques contre nos hôpitaux pour en bloquer le fonctionnement. La Russie tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Et au fond, elle teste nos limites. Elle le fait dans les airs, en mer, dans l'espace et derrière nos écrans. Cette agressivité ne semble pas connaître de frontières. Et la Russie, dans le même temps, continue de se réarmer, dépensant plus de 40% de son budget à cette fin. D'ici 2030, elle prévoit d'encore accroître son armée et d'avoir 300 000 soldats supplémentaires, 3 000 chars, 300 avions de chasse de plus. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine? La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Je le regrette très profondément. Et je suis convaincu qu'à long terme, la paix se fera sur notre continent avec une Russie redevenue apaisée et pacifique. Mais la situation que je vous décris est celle-là et nous devons faire avec. Superficie, population de la Russie. La Russie a une superficie d'environ 17 98 246 km², ce qui en fait le plus grand pays du monde. Sa population est estimée à environ 144 millions d'habitants en 2024. Et la France? La France a une superficie d'environ 551 695 km² pour la métropole, et environ 675 000 km² en incluant les territoires d'outre-mer. Sa population est d'environ 68 millions d'habitants en 2024. Et combien de leur territoire les Russes utilisent-ils? La Russie est un pays immense, mais une grande partie de son territoire est peu ou pas exploitée, en raison des conditions climatiques extrêmes, notamment en Syrie. Zone habitée et exploitée. Environ 25 à 30% du territoire est réellement utilisé pour l'habitation, l'agriculture et l'industrie. Sibérie et Extrême-Orient. Ces régions couvrent environ 75% du pays, mais ne comptent qu'environ 20% de la population russe. Terre agricole, environ 13% du territoire est cultivable. En résumé, bien que la Russie soit immense, l'essentiel de la population et des infrastructures est concentré dans la partie européenne du pays et le sud de la Sibérie. Ont-ils des ressources non exploitées et quelle est leur capacité? Oui, la Russie possède d'énormes ressources naturelles encore non exploitées et sous-exploitées, notamment en Sibérie et en Arctique. Pétrole et gaz naturel. La Russie détient environ 20% des réserves mondiales de gaz et est l'un des plus grands exportateurs. De vastes gisements en Arctique restent difficiles à exploiter en raison du climat extrême et des sanctions économiques. De nouvelles technologies pourraient permettre l'extraction dans des zones encore inexploitées. Métaux et minéraux rares. La Russie est riche en nickel, palladium, platine, uranium, lithium et terres rares. De nombreux gisements en Sibérie sont encore intacts par manque d'infrastructures. Bois et terres arables. Elle possède environ 20% des forêts mondiales, mais l'exploitation est limitée par des problèmes environnementaux et logistiques. Des millions d'hectares de terres fertiles en Sibérie pourraient être cultivés, mais les conditions climatiques rendent cela difficile. Eau douce. La Russie possède environ 25% des réserves mondiales d'eau douce, notamment grâce au lac Baïkal. Cette ressource pourrait devenir stratégique à l'avenir avec la raréfaction de l'eau potable dans d'autres régions du monde. Capacité d'exploitation. Le principal défi est l'isolement géographique, des ressources et l'absence d'infrastructures adaptées. Le manque d'investissements étrangers à cause des sanctions limite le développement de nouvelles technologies d'extraction. Avec des investissements massifs et des avancées technologiques, la Russie pourrait largement augmenter sa production énergétique et minière dans les prochaines décennies. En résumé, la Russie a un énorme potentiel encore inexploité, mais son développement dépendra de la situation économique, géopolitique et technologique du pays. Donc, après ce que tu viens de me dire, pourquoi veut-on nous faire croire qu'elle voudrait envahir l'Europe? N'est-ce pas ridicule après l'exposé que tu viens de me faire? C'est une excellente question. D'un point de vue strictement économique et géographique, la Russie n'a pas besoin d'envahir l'Europe, puisqu'elle dispose déjà d'énormes ressources inexploitées sur son propre territoire. Pourquoi parle-t-on d'une menace russe? Facteur géopolitique et historique. La Russie a toujours voulu une zone tampon entre son territoire et l'Occident. C'est une constante historique depuis l'Empire russe et l'URSS. L'OTAN s'est élargi vers l'Est depuis les années 1990, ce que la Russie perçoit comme une menace. Influence et sphère d'influence. La Russie ne veut pas nécessairement envahir l'Europe de l'Ouest, mais elle cherche à maintenir son influence sur certaines zones comme l'Ukraine, la Biélorussie ou les pays baltes. Elle voit ces pays comme stratégiques pour sa sécurité et son rayonnement international. Stratégie de dissuasion et nationalisme. La Russie joue souvent la carte de la menace pour renforcer la cohésion nationale et justifier certaines politiques internes. Son armée et sa posture militaire servent surtout à dissuader les pays occidentaux de s'ingérer dans ses affaires. Manipulation médiatique et propagande des deux côtés. En Occident, certains médias et gouvernements exagèrent parfois la menace russe pour justifier des dépenses militaires et renforcer l'unité au sein de l'OTAN. En Russie, la propagande interne fait aussi croire que l'Occident est hostile.
justifiant ainsi des actions militaires comme en Ukraine. Conclusion. La Russie n'a aucun intérêt économique à envahir l'Europe, mais elle veut éviter d'être encerclée et maintenir son influence sur certaines régions. La peur d'une invasion est donc en grande partie une exagération médiatique et géopolitique. Cependant, les tensions restent réelles à cause des rivalités historiques et stratégiques. Peut-être que Poutine est fou et veut le chaos. C'est une hypothèse que certains avancent, mais elle est à nuancer. Poutine est-il vraiment fou? Rationalité stratégique. Poutine n'agit pas de manière irrationnelle. Ses décisions, même agressives, suivent une logique géopolitique basée sur la sécurité de la Russie et son influence internationale. Vision impériale. Il se considère comme le restaurateur de la puissance russe et veut redonner au pays le statut de grande puissance, notamment en s'opposant à l'Occident. Méthode brutale. Son approche est autoritaire et parfois imprévisible, mais elle reste cohérente avec sa vision du pouvoir. Veut-il vraiment le chaos? Poutine ne cherche pas forcément le chaos total, mais il utilise le désordre et l'instabilité pour affaiblir ses adversaires. Il soutient les conflits hybrides, désinformation, cyberattaques, mercenaires, pour perturber ses rivaux sans s'engager dans une guerre directe. Pourquoi cette image de fou? L'Occident le diabolise pour justifier certaines politiques. Son mépris des règles internationales et son isolement politique le rendent imprévisible. Son âge et son cercle restreint de conseillers pourraient influencer ses décisions. Conclusion. Poutine n'est pas irrationnel, mais il joue dangereusement avec la stabilité mondiale. Son objectif n'est pas le chaos pur, mais un monde où la Russie impose ses règles face à l'Occident. Et que peux-tu me dire sur le rôle de l'Occident, l'OTAN et les États-Unis dans la stabilité mondiale? Le rôle de l'Occident, de l'OTAN et des États-Unis dans la stabilité mondiale est complexe. Ils se présentent comme des garants de la paix et de la démocratie, mais leurs actions peuvent aussi provoquer des tensions et des conflits. L'OTAN et les États-Unis, garants de la stabilité ou facteurs de tension? Garant de la sécurité occidentale. L'OTAN a été créée pour protéger ses membres contre les menaces extérieures. Elle joue un rôle clé dans la dissuasion militaire et la prévention des conflits en Europe. Expansion vers l'Est. Après la fin de l'URSS, l'OTAN s'est élargie vers l'Est. Pologne, Pays-Baltes, Roumanie, ce que la Russie considère comme une provocation. Intervention militaire controversée. Les États-Unis et leurs alliés ont mené des guerres Irak, Afghanistan, Libye, qui ont parfois aggravé l'instabilité au lieu de la réduire. L'Occident et son double discours. L'Occident défend la démocratie et les droits de l'homme, mais soutient parfois des régimes autoritaires quand cela sert ses intérêts. Exemple, Arabie Saoudite. Il critique l'ingérence russe, mais a lui-même soutenu des coups d'État et des changements de régime dans plusieurs pays. Ukraine en 2014, intervention en Syrie. Les États-Unis, arbitres du monde et hégémonie déguisée. Ils possèdent la plus grande armée au monde et utilisent leur influence économique, dollars, sanctions, pour imposer leur choix. Ils interviennent militairement quand leurs intérêts sont menacés, mais pas toujours pour défendre la démocratie. Exemple, soutien aux dictatures pendant la guerre froide. Leur influence mondiale est contestée par la Chine et la Russie, ce qui crée une nouvelle bipolarité. L'Europe, suiveuse ou médiatrice? L'Europe est souvent perçue comme un allié des États-Unis, mais certains pays, France, Allemagne, tentent d'adopter une posture plus indépendante. Elle joue un rôle clé dans la diplomatie et l'économie mondiale, mais dépend de l'OTAN pour sa défense. Conclusion. L'Occident joue un double rôle. Il stabilise certaines régions et protège ses alliés. Il provoque des tensions pour son expansion militaire et ses interventions sélectives. La stabilité mondiale dépend donc d'un équilibre fragile entre puissance militaire, diplomatie et respect des intérêts des grandes puissances. C'était le président de la France. Quelle posture tu adopterais pour que la paix revienne? Si j'étais président de la France et que mon objectif était de ramener la paix en Europe et dans le monde, j'adopterais une posture de médiateur stratégique entre l'Occident et la Russie, tout en renforçant l'indépendance de la France et de l'Europe. Rétablir le dialogue avec la Russie sans naïveté. Engager des négociations directes avec Moscou sans passer systématiquement par Washington ou Bruxelles. Garantir à la Russie qu'il n'y aura pas d'adhésion immédiate de l'Ukraine à l'OTAN, mais en échange obtenir un cessez-le-feu et un retrait progressif des troupes russes des territoires occupés. Lever certaines sanctions économiques sous condition pour éviter de pousser la Russie dans les bras de la Chine. Renforcer l'indépendance de l'Europe. Créer une défense européenne crédible, moins dépendante des États-Unis et de l'OTAN. Diversifier les sources d'énergie pour ne plus dépendre ni du gaz russe ni des hydrocarbures américains. Développer des relations équilibrées avec tous les blocs, Russie, Chine, USA, pour éviter une Europe vassale des grandes puissances. Apaiser les tensions entre blocs. Proposer un nouveau traité de sécurité en Europe, garantissant la neutralité de certains pays, comme l'Ukraine, pour rassurer Moscou. Mettre en place un cadre de désarmement progressif pour éviter une escalade militaire permanente. Impliquer la Chine comme médiateur, car elle a intérêt à une stabilité économique mondiale. Moderniser la France pour donner l'exemple. Investir massivement dans les technologies de demain, énergie verte, IA, spatiale, pour faire de la France un pôle d'innovation et d'attractivité. Renforcer la souveraineté alimentaire et industrielle pour ne plus dépendre des tensions internationales. Développer une diplomatie économique pour renforcer les liens avec l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie, et ne plus être limité aux relations occidentales. Ne pas se laisser entraîner dans les guerres des autres. Refuser de suivre aveuglément les États-Unis dans leurs conflits, comme en Irak ou en Libye.
Adopter une posture de puissance d'équilibre, comme l'a fait De Gaulle, capable de parler à toutes les parties sans être inféodé à l'un des blocs. Favoriser la diplomatie et l'économie plutôt que l'escalade militaire. Conclusion. En résumé, je jouerai la carte de l'indépendance stratégique, du dialogue pragmatique et de la modernisation de la France et de l'Europe pour sortir du jeu des grandes puissances et éviter une confrontation inutile.